C'est le morning, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Nous sommes en direct ensemble pour 2 heures d'actualité depuis Tel Aviv et on démarre par les grands titres de la presse du Moyen-Orient. Cyril Amar, bonjour. Alors, les quotidiens israéliens suivent ce matin de très près les tractations en cours à Genève. Signeront pas les spéculations, vont bon train ce matin. À noter également cette visite de Netanyahou hier à Moscou. Oui, une rencontre qui a été chaleureuse, qui a été qualifiée de chaleureuse par les médias, mais durant laquelle les divergences sont restées intactes. Netanyahou et Poutine ne sont donc pas parvenus à s'entendre sur le dossier iranien. C'est à dire ce matin en une du Ma'ariv, le Premier ministre israélien, écrit le journal de centre-droite, n'a pas réussi à convaincre son hôte de durcir les termes de l'accord en gestation avec l'Iran. Poutine a donc donné l'accolade, mais c'était l'accolade de l'ours russe, chaleureuse mais dangereuse. Pour Guy Morad, le caricaturiste du Yediot Aharonot, c'est foutu. Netanyahou a beau se démener comme un diable pour torpiller l'accord avec ses mises en garde. La signature est imminente. Dites-moi où je dois signer, lance Hassan Rouhani, tout sourire, à un Barack Obama dans le dos du Premier ministre israélien. Alors après les sourires, l'Iran montre ses muscles à présent. Titre pour sa part, le Israël Hayom, comble de l'ironie, ricane le journal proche du pouvoir. Ce sont les Iraniens qui, au premier jour des négociations, demandent à retrouver la confiance perdue avec l'Occident. Le Israël Hayom publie également les très vives critiques du guide suprême iranien, Ali Khamenei. Le régime sioniste est voué à la disparition, a-t-il dit. Il est même dommage d'appeler les sionistes des humains. Des propos qui rapprochent plus que jamais l'Iran de la rhétorique nazie, selon l'éditorialiste vedette du journal, Dan Margalit. Ali Khamenei ne s'en est pas pris à Israël, il ne s'en est pas pris au sionisme ni au peuple juif. Il a touché le fond en déshumanisant les Israéliens. Pour Khamenei, nous ne sommes même pas les descendants d'Adam et Ève. Il est plus proche que jamais de la rhétorique nazie qui comparait les Juifs à des rats pour préparer les Allemands au génocide. Alors quelque peu dissonant, le correspondant à Genève du Ma'ariv, Gidon Koutz, estime quant à lui que l'accord s'éloigne du fait, non pas des divergences entre le 5+1 et l'Iran, mais des divergences entre les grandes puissances elles-mêmes. Contrairement à la position des États-Unis, eh bien les Français demandent l'arrêt immédiat de l'enrichissement d'uranium à 20% et l'arrêt de la construction du réacteur à eau lourde d'Arak. Et on revient sur ce dossier des négociations de Genève dans un instant avec notre invité et puis un autre accord dont on parle en ce moment. Il porte sur l'arsenal chimique syrien. Pour le démanteler, la communauté internationale fait, semble-t-il, preuve de beaucoup de créativité. Oui, vous le savez, Barbara, l'arsenal chimique syrien doit être démantelé d'ici la mi-14. Mais voilà, petit hic, aucun pays ne veut prendre en charge cette tâche sur son territoire. La Belgique, l'Albanie, mais également la Norvège ont déjà publiquement refusé de coopérer pour cette mission. Alors que faire ? Eh bien, l'OIAC, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, envisagerait, selon le journal libanais Al-Mustaqbal, eh bien, de détruire l'arsenal en mer, tout simplement. Alors, il a été beaucoup question de diplomatie, Cyril, pendant votre revue de presse. Mais être diplomate, c'est tout un art, mais ce n'est pas le seul dans lequel se distinguent les diplomates israéliens, apparemment. Oui, on le sait, Israël souffre souvent d'une déficience d'image à l'étranger. Qui ne s'est jamais demandé comment Israël était perçu par les étrangers ? Eh bien, voici la réponse. 450 photos, toutes prises par des diplomates étrangers en poste en Israël dans le cadre d'un concours organisé par le ministère des Affaires étrangères israélien. C'était à l'occasion du 65e anniversaire de l'État d'Israël. Et dans une vidéo mise en ligne par le ministère israélien, vous pouvez découvrir ce matin les 101 plus beaux clichés immortalisés par les hauts fonctionnaires. Le lauréat du concours revient au premier secrétaire de l'ambassade de Pologne, il s'appelle Jacek Olejnik. Et il a photographié, vous le voyez, des toits de Tel Aviv. Deuxième place revient à Shandur Famouk, un diplomate hongrois qui a immortalisé une scène d'alerte à Tel Aviv. Il arrive donc en seconde position. Et le diplomate américain Jonathan Goof a photographié un tramway à Jérusalem, une Jérusalem enneigée. Et puis celle-là, c'est ma préférée, même si elle est reléguée loin derrière. C'est un magnifique cliché en noir et blanc d'une femme, une femme qui joue au mat-cotte, ces fameuses raquettes de plage. Une photo donc signée Pavlina Schultz, une diplomate tchèque en poste à Tel Aviv. Voilà, Israël vu par ses diplomates étrangers. Merci beaucoup Cyril, on se retrouve tout à l'heure. Et le grand titre de cette matinée, ce sont évidemment les pourparlers de Genève qui entrent dans le vif du sujet. Ce jeudi, le défi pour les grandes puissances, vous le savez, est d'empêcher l'Iran de se doter de l'arme atomique. Mais il faut se souvenir que les efforts de désarmement se sont souvent soldés par des échecs. On pense évidemment à la Corée du Nord et au Pakistan. Betsa Bessalem.
3 pays ont développé l'arme nucléaire en dehors du TNP. L'Inde, dont les premiers essais datent de 1974, le Pakistan, en réponse à son rival indien, et la Corée du Nord, dont le programme secret a été découvert en 1993. L'Inde et le Pakistan sont officiellement devenus des puissances nucléaires en procédant à plusieurs essais. En 1998, ils posséderaient une centaine de têtes nucléaires chacun. Grâce au réseau clandestin Khan, du nom de l'ingénieur Khan, le père de la bombe atomique pakistanaise, plusieurs pays, dont l'Iran et la Corée du Nord, ont profité des avancées technologiques d'Islamabad. La Corée du Nord montre combien un pays pauvre, mais ambitieux, peut développer la bombe atomique en manipulant les discussions et en gagnant du temps. En 1993, la Corée du Nord permet à l'AIEA de mener des activités de contrôle limitées. L'année d'après, un accord cadre prévoit l'arrêt du programme nucléaire militaire. Mais en 1996, Pyongyang refuse les inspections sur le site de Yongbyon. Et en octobre 2006, le pays réalise son premier essai nucléaire. Le Conseil de sécurité des Nations Unies adopte alors une résolution appelant Pyongyang à abandonner son programme. La réaction au durcissement des sanctions internationales, de nouveaux essais nucléaires. En septembre dernier, un réacteur de la centrale de Yongbyon a redémarré. La communauté internationale est particulièrement inquiète, d'autant que la Corée du Nord développe un programme de missiles balistiques pouvant servir de vecteur à l'arme nucléaire. Un précédent nord-coréen qui semble avoir inspiré l'Iran, de quoi se demander dans quelle mesure les négociations en cours ne sont peut-être, pour le régime des Mollahs, qu'une façade pour continuer à développer des armes nucléaires. Bonjour Harvey Primor, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes ancien ambassadeur d'Israël en Allemagne. Est-ce que l'Iran, c'est la future Corée du Nord avec un accord finalement qui ne servirait à rien? Je pense que oui. À mon avis, l'Iran finira par avoir la bombe atomique. Déjà pour une raison très simple, parce que les Iraniens le veulent. Et quand je dis les Iraniens, je ne parle pas des ayatollahs. D'ailleurs, ce n'est pas les ayatollahs qui ont commencé le programme nucléaire, c'était déjà au temps du Shah. Mais à l'époque, personne n'avait d'opposition à ce que le Shah ait une bombe atomique, parce que le Shah était notre ami. Notre ami, je veux dire, pas seulement d'Israël, mais de l'Occident. Qui l'ont aidé d'ailleurs à développer ce programme nucléaire. Et il y a une chose que j'ai appris durant des années où j'ai servi dans le tiers-monde en tant que diplomate, c'est qu'il y a une chose pour laquelle l'argent ne manque jamais, c'est pour les armes. Que le peuple manque de nourriture, que le peuple souffre, peu importe. Pour les armes, pour l'armement, il y a toujours de l'argent. Et quand nous avons une situation comme celle d'Iran d'aujourd'hui, où le peuple tout entier, pas le régime, souhaite avoir la bombe atomique pour des raisons de fierté nationale, ils finiront par l'avoir. Mais pour le moment, ils souffrent des sanctions, et ils souffrent très considérablement. Alors, ils veulent une pause. Ils sont prêts, à mon avis, de mettre une pause, une sourdine à tout ce qu'ils font sur le plan nucléaire. Mais ça ne va pas durer, parce qu'ils vont attendre jusqu'à ce que les sanctions se dissipent, lentement, doucement. Ensuite, tout reviendra normal. Et ensuite, pour recommencer un programme de sanctions, ça va être la croix et la bannière. Entre-temps, ils peuvent reprendre leur programme nucléaire. Les grandes puissances font preuve de naïveté dans ce dossier. Ils n'ont rien appris de l'exemple nord-coréen, où les sanctions finalement n'ont servi à rien, où les négociations n'ont servi à rien. Je ne crois pas qu'il faut juger les gens comme ça. Écoutez, il y avait un sondage hier aux États-Unis qui montre que 65% soutient le président Obama dans ses tentatives d'avoir un accord avec l'Iran. Et ce n'est pas 65% qui soutiennent le président, parce que le président ne bénéficie aujourd'hui que de 44% de soutien. Mais il soutient ce programme de paix avec l'Iran, de compromis avec l'Iran, parce qu'ils en ont marre. Ils sont fatigués de ces conflits, ils sont fatigués des guerres au Proche-Orient ou de l'Extrême-Orient, et ils veulent la paix. Alors, c'est comme ça, les gens disent, mais qu'est-ce que ça m'importe qu'ils aient une arme qui n'est pas une arme? Moi, je veux avoir ma tranquillité, je ne veux pas gaspiller mon argent. C'est une question d'intérêt national pour les grandes puissances, plus qu'autre chose. C'est pour satisfaire leur propre population. Tous les hommes politiques sont comme ça. Au détriment des alliances, au détriment de l'amitié que portent les États-Unis à Israël. Écoutez, Ben Gurion, à l'époque, a dit que la différence entre un homme politique et un homme d'État, c'est que l'homme d'État pense à la prochaine génération, alors que l'homme politique pense aux prochaines élections.
Et la plupart sont des hommes politiques, ne sont pas des hommes d'État. Alors revenons à ce qui se joue en ce moment à Genève. Hier, une réunion qui a duré à peine 10 minutes. Aujourd'hui, apparemment, les partenaires vont discuter, vont rentrer dans le vif du sujet. Un accord va être signé, à votre avis, dans la journée ? Ça, je ne peux pas vous le dire. Je ne suis pas à Genève, je ne peux pas jauger l'atmosphère. Mais je suis convaincu qu'un accord sera signé parce que les deux côtés le souhaitent. Et que les Iraniens vont faire de concessions, des vraies concessions. Et ils vont accepter le contrôle international. Mais tout ça, c'est provisoire, c'est passager pour eux. Pour le moment, oui, ils vont arrêter leur programme nucléaire d'une manière ou d'une autre. L'enrichissement d'uranium à 20%, jusqu'à hier, ils ont répété le droit inaliénable de l'Iran à ce programme-là. Ils ont l'air de jouer les gros bras. Mais bien sûr, ils vont marchander jusqu'à la dernière seconde. D'abord, personne ne sait marchander aussi bien que les Iraniens. C'est dans leur sang, c'est leur tradition. Bien sûr qu'ils vont marchander pour obtenir le maximum, mais en dernière analyse, ils vont faire les concessions nécessaires pour mettre un terme aux sanctions. Et ensuite, on verra. Ils ont déjà accepté un accord de ce genre-là en 2003. Ils ont arrêté le programme nucléaire en 2003, jusqu'à ce que tout le monde se calme et s'occupe d'autre chose, et alors ils reviennent à la charge. Kerry a l'air de dire cette nuit que cette question de l'enrichissement d'uranium ne serait pas tranchée dans cet accord intérimaire. Vous pensez que les grandes puissances laisseraient cette décision-là à l'accord définitif qui pourrait prendre plusieurs mois ? Peut-être. Mais ce dont je suis convaincu, c'est qu'en dernière analyse, en marchant dedans au maximum jusqu'à la dernière seconde, les Iraniens vont faire les concessions nécessaires, et les Européens et les Américains aussi, parce qu'ils ont l'intérêt d'arriver à un accord. Ils le veulent. Pourquoi ? Il y a des intérêts économiques aussi. C'est des intérêts économiques, c'est la pression politique et diplomatique, c'est la charge de cette affaire-là. Ils veulent s'en débarrasser. Et Israël dans tout ça. Israël va protester jusqu'au bout, mais... Netanyahou hier à Moscou... Moi, je vais vous dire une chose. Netanyahou n'aura rien obtenu. Il obtiendra ce que l'on marchande de l'autre côté aussi, et pas seulement du côté iranien, mais pas davantage. C'est-à-dire, comme je vous dis, on va dire à Netanyahou, oui, le programme nucléaire iranien est arrêté. Ce sera un fait. Que le programme va reprendre dans l'avenir, qu'est-ce que vous voulez, monsieur Netanyahou? Vous n'y serez peut-être plus là, moi non plus, monsieur Obama, je ne serai plus là, un autre ne sera plus là. Pour le moment, on aura le calme, mais il n'y aura pas de programme nucléaire. Pourquoi négocier avec un accord d'étape maintenant et un accord définitif dans plusieurs mois? Quelle est la stratégie? La stratégie est d'obtenir le maximum pour arriver à un accord. Et le plus vite possible. Et le plus vite possible, avec des mesures de précaution, d'accord? Et c'est pour ça qu'ils marchent. La bonne volonté des Iraniens sera vraiment mise à l'épreuve? La bonne volonté des Iraniens? Des Iraniens? Oui. Et les Iraniens vont faire l'épreuve, provisoirement. Ils vont faire l'épreuve nécessaire, provisoirement. Le problème véritable, à mon avis, étant donné, comme je viens de vous le dire, l'Iran finira par avoir la bombe atomique de toute façon. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas la bombe atomique, mais la nature du régime iranien. Alors parlons de la nature du régime. Si vraiment l'Occident mettait le paquet pour modifier le régime en Iran, ça serait la solution. Alors, la nature de ce régime, ce sont peut-être les mots de Khamenei hier. Il choisit le jour des négociations pour donner un discours extrêmement haineux à l'égard d'Israël. Pourquoi? Pas seulement à l'égard d'Israël. Vous avez vu comment il a incité sa foule de crier « mort à l'Amérique ». C'était beaucoup plus contre l'Amérique que contre Israël. Or, ils veulent négocier avec les Américains, ils ont besoin des Américains, ils n'ont pas besoin d'Israël. Et c'est l'Amérique qu'ils attaquent, parce que c'est la nature du régime, parce que le régime existe grâce à cette propagande de haine, c'est ça. Parce que, économiquement, les Iraniens vont mal, ça va mal pour l'Iran. Alors il faut inciter le peuple avec quoi? Comme tous les régimes fascistes, tous les régimes extrémistes, tous les régimes fondamentalistes, c'est toujours avec la haine de l'étranger. C'est comme ça qu'on acquiert le soutien de la population. Il appelle à une normalisation de ses relations avec les États-Unis, à des relations amicales. Il l'a répété hier. C'est un double langage. En même temps, ils ont besoin du soutien de leur population et leur population n'est pas satisfaite. Alors c'est l'incitation à la haine, c'est ça qui amène toujours les voix d'une certaine partie de la population. Pas seulement en Iran. Netanyahou reste seul aujourd'hui, ses cris sont des cris dans le désert. Il ne reste pas seul. Personne n'aime l'Iran. Personne ne veut que l'Iran ait la bombe atomique. Tout le monde va faire l'effort nécessaire pour que le programme s'arrête. Mais ça, c'est pour les médias.
Et Netanyahou aussi, c'est pour les médias. Et si demain il y a un autre régime en Iran, Netanyahou aussi n'aura plus peur d'une bombe atomique entre les mains d'un régime normal. Comme il n'a pas peur de la bombe dans d'autres pays. Enfin, même le Pakistan, qui n'est pas tout à fait un pays normal ou un pays vraiment démocratique. Mais ce n'est pas un pays qui cherche à anéantir Israël ou à attaquer l'Occident. Voilà, on l'a bien compris, le problème c'est la nature du régime et non pas la bombe atomique que l'Iran aura très certainement. Merci beaucoup. Avis Primor d'avoir été avec nous ce matin. À suivre, nous parlerons de l'avenir du Parti travailliste. Il tient ses élections primaires aujourd'hui. On revient sur ce dossier juste après un nouveau journal. Restez avec nous. Morning, merci d'être avec nous en direct depuis Tel Aviv. On poursuit avec les unes des grands quotidiens dans le monde, c'est la revue de presse internationale. Rebecca Benamou, on commence évidemment par ce nouveau cycle de négociations qui se tient à Genève, deuxième jour ce jeudi. Exactement Barbara, et je vais commencer par une question. Et si en pleine négociation avec l'Occident, l'Iran jouait un jeu de dupes? C'est en tout cas ce que suggère cet article du Figaro ce matin. Le point de départ du papier, très simple, la centrale d'Arak qui est toujours en chantier et qui sera terminée d'ici l'été 2014 et qui est aussi la pomme de discorde principale des négociations avec Téhéran. Alors pomme de discorde, pourquoi? Eh bien parce que le plutonium qu'elle produira peut servir à fabriquer la bombe atomique, mais l'article ne s'arrête pas là. Pour que le combustible du réacteur d'Arak officiellement destiné à la recherche médicale puisse servir aussi à des fins militaires, il faut des installations pour séparer ce plutonium. Alors jusqu'à présent, absolument rien ne prouvait que Téhéran s'en donnait les moyens. Seulement voilà, ce matin, le Figaro annonce qu'un service de renseignement occidental a mis la main sur les plans d'une usine bientôt en chantier dans la région de Shiraz, une usine secrète appelée IR-10. Alors sur ces plans que vous allez voir sur vos écrans, vous pouvez même apercevoir sur la gauche le logo de l'agence iranienne de l'énergie atomique. Et si ces révélations s'avèrent être véridiques, eh bien elles prouvent que l'Iran balade une fois de plus l'Occident sur la question du nucléaire. Voilà, des discussions qu'on suivra de près évidemment sur notre antenne tout au long de la journée. Également dans l'actualité internationale, évidemment, c'est cette histoire du tireur fou à Paris, confondu par son ADN et arrêté. Exactement, alors l'identité du suspect a été révélée ce matin à la une du site de Libération. Il se nomme Abdelhakim Dekar, c'est un homme de 48 ans et qui se trouve être aussi un récidiviste. Il avait déjà été condamné à 4 ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs lors de l'affaire de la fusillade Place de la Nation en 98 qui impliquait le couple Ray-Maupin. Alors mercredi soir, c'est le parquet qui a confirmé que l'ADN de cet homme, enfin de l'homme en garde à vue donc, et celui laissé par le tireur de Libération coïncidaient. Toujours d'après l'article, la police l'aurait retrouvé dans un état comateux dans un parking à Bois-Colombes. Et visiblement, c'est un ami qui l'hébergeait qui a eu des doutes à son sujet et qui l'aurait dénoncé à la police, enfin au commissariat de Courbevoie. Et on part maintenant aux États-Unis, Rebecca, où la cote de popularité de Barack Obama chute de jour en jour. C'est une catastrophe pour le président américain. Tout à fait, Barack Obama plus impopulaire que jamais, on peut dire vraiment ça. Après ce sondage publié hier dans le Washington Post, révélant que 63% des Américains désapprouvent le lancement de sa réforme de santé, Barack Obama courbe les chines ce matin. Alors d'après le New York Times, le président américain reconnaît que le lancement du site internet Healthcare a été complètement raté et qu'il faut l'améliorer, voire le relooker. Et il dit aussi que si le volume d'inscriptions n'augmente pas, eh bien c'est le financement qui va finir par poser problème. Alors en photo dans l'article, on a aussi Henry Chao, principal architecte du site internet, qui dit que près de 40% de cette plateforme digitale est encore en travaux. Alors, un projet de santé certes très ambitieux, mais aussi très onéreux et qui est totalement attendu au tournant par les Républicains.
Voilà pour Barack Obama au Royaume-Uni. Le scandale des écoutes de l'Agence de sécurité nationale américaine, la NSA, continue de faire du bruit. Oui, Barbara, alors Edward Snowden a encore frappé. À la une du quotidien britannique The Independent ce matin, une révélation choc. D'après un document de la NSA, c'est le gouvernement Blair qui en 2004 aurait donné carte blanche aux États-Unis pour espionner des millions de citoyens britanniques. Alors il s'agit, comme on l'avait déjà vu, de lignes téléphoniques, d'emails, de fax. La NSA a pu consulter les données personnelles de ces millions de Britanniques liés de près ou de loin à des citoyens suspectés de terrorisme. Mais l'article précise quand même quelque chose d'intéressant, c'est que si le gouvernement britannique a en effet donné son feu vert aux États-Unis pour espionner ces personnes, les États-Unis s'y sont quand même donnés à cœur joie en espionnant encore plus de personnes sans en avertir le gouvernement Blair. En allant encore plus loin, et on termine cette revue de presse avec une publicité qui fait scandale en Inde. Elle aborde sans détour la place des femmes dans la société et ce sujet tabou que sont les mères célibataires. Oui, alors, et si justement c'était la publicité qui bousculait ces vieilles normes sociétales? C'est en tout cas ce que suggère cet article du Wall Street Journal asiatique. Au cœur de la polémique, une publicité pour une marque de bijoux indienne où l'on voit une femme qui se rend à son mariage et qui est accompagnée de sa fille qui est âgée d'environ 6 ou 7 ans. Alors une image qui défraie la chronique dans le pays parce qu'en Inde, il faut savoir que les femmes divorcées, veuves ou mères célibataires sont extrêmement mal perçues, voire même ostracisées parfois. Alors, ayant suscité un débat national, la marque de bijoux a dû réagir en laissant volontairement planer le doute sur le scénario de ce spot publicitaire. Finalement, c'est le directeur artistique de l'agence qui a fait cette pub qui a réagi et qui a dit qu'il voulait absolument laisser libre cours à l'interprétation de chacun. Voilà, la question reste ouverte. Merci beaucoup, Rebecca Benamou. Voici les grands titres de l'actualité du jour. On entre dans le vif du sujet ce jeudi à Genève. Les négociateurs des grandes puissances et l'Iran vont commencer à discuter dans le détail un projet d'accord intérimaire sur le nucléaire iranien. John Kerry a d'ores et déjà prévenu cette nuit que la question de l'enrichissement d'uranium, la plus délicate et la ligne rouge de Téhéran, ne serait pas tranchée dans cet accord d'étape, mais un allègement limité des sanctions est bel et bien au programme. Et c'est dans ce contexte que Benyamin Netanyahou a rencontré hier Vladimir Poutine au Kremlin. Plusieurs heures d'entretien et une conclusion sans équivoque du président russe. Un accord sera signé très rapidement avec l'Iran. Netanyahou, qui semble avoir perdu la bataille de l'accord intérimaire, va poursuivre son offensive diplomatique en vue d'un accord définitif. Et puis après 72 heures de traque intense, le tireur fou a été arrêté à Paris. Manuel Valls a confirmé cette nuit l'identité de l'homme interpellé hier, confondu par son ADN. Abdelhakim Dekar, âgé de 52 ans, avait déjà été condamné à 4 ans de prison en 1998 dans le cadre de la tuerie de la nation qui avait bouleversé la France. Et puis en économie, une info à retenir ce matin, c'est Wall Street qui vacille. La bourse new-yorkaise a terminé en baisse hier soir. Réaction directe au compte rendu de la dernière réunion en date de la Fed. La Banque centrale américaine qui pourrait en effet dans les prochains mois réduire son aide exceptionnelle à l'économie américaine, notamment au secteur bancaire, et ce en vue d'une amélioration du marché du travail dans le pays. Enfin, l'image du jour, la voici, Barack Obama, Bill et Hillary Clinton sur la tombe du président Kennedy. Un des moments forts des commémorations du 50e anniversaire d'un assassinat qui a changé l'Amérique. Dans le froid de la capitale, les 3 démocrates, accompagnés de la première dame Michelle Obama, ont déposé, vous le voyez, une large couronne de fleurs bleues et blanches près de la flamme qui marque l'emplacement des restes du 35e président des États-Unis. Et on parle de politique israélienne à présent avec vous, Cyril Amar. Bonjour. Bonjour Barbara, bonjour à tous. C'est aujourd'hui que se tiennent en Israël les primaires du Parti travailliste qui doivent donc réélire un chef de parti. Alors d'abord, qui est concerné par ce scrutin et quel est le mode opératoire ? D'abord, Barbara, un chiffre, 55 000, c'est le nombre d'adhérents du Parti travailliste qui se rendront donc aux urnes ce matin à partir de 10h, donc dans quelques minutes, dans les 150 bureaux de vote qui sont déployés un petit peu de partout en Israël, de 10h donc jusqu'à 22h, fermeture des bureaux de vote. On connaîtra très certainement les résultats à partir de demain matin, pas avant. Alors, qui sont les candidats en lice ? Eh bien, tout d'abord, Shelly Yachimovitch, qui est la présidente du parti. Voilà, c'est la présidente du parti, elle a 54 ans, elle a fait une brillante carrière
carrière de journaliste. Elle a rejoint le Parti travailliste en 2005 et un an plus tard, elle entre à la Knesset. Et dans ce Parlement israélien, elle va s'avérer être une législatrice hors pair dans le domaine des lois de défense de travailleurs. C'est ce qui va lui permettre d'ailleurs, après la contestation de l'été 2011, on s'en souvient, la contestation sociale, eh bien de surfer sur cette contestation pour être élue à la tête du Parti travailliste en septembre 2011, qui est succédant donc à Amir Peretz. Et elle est connue pour ça, Shelly Yachimovitch, c'est vraiment son cheval de bataille, ce sont les questions économiques et sociales. Elle s'est d'ailleurs entourée d'une jeune garde constituée principalement des acteurs de cette contestation sociale. Et à titre d'exemple, pendant sa campagne, elle s'en est enorgueillie d'avoir levé des fonds auprès de Monsieur Tout-le-Monde, c'est-à-dire auprès des petits donateurs. Elle a réussi à récolter pas moins de 400 000 shekels avec des petits dons, des dons de 20 shekels, de 50 shekels, etc. Et elle a épinglé son rival qui s'appelle Yitzhak Herzog, on va en reparler tout à l'heure, parce que lui, il a réussi à récolter 1 million de shekels, mais seulement avec 66 donateurs. Elle lui reproche de fricoter avec l'aristocratie ashkénaze, avec les élites financières du pays, tandis qu'elle s'évertue d'être la femme normale, proche du peuple. La femme normale, ça nous rappelle un petit peu un slogan de campagne d'un autre socialiste. Voilà. Par exemple, ce qu'elle reproche aussi à son rival, c'est de vouloir accourir vers le gouvernement Netanyahou, alors qu'elle est chef de l'opposition. Elle est aujourd'hui à la tête d'un parti qui est au sein de l'opposition. Et elle reproche à son rival de vouloir absolument ramper vers la coalition gouvernementale de Benyamin Netanyahou. Elle a quand même prévenu qu'elle y entrerait dans le gouvernement Netanyahou. Oui, d'ailleurs, on va en parler tout à l'heure quand on parlera des enjeux de ce scrutin, parce qu'il est important. Le deuxième candidat, si vous voulez bien, je vous le présente, il s'appelle Yitzhak Herzog. Alors il a le même âge, il a 54 ans lui aussi, c'est un ancien avocat. Il est numéro 2 sur la liste du Parti travailliste, donc c'est le second de Shelly Yachimovitch. C'est le fils de l'ancien président très célèbre Chaim Herzog qui a exercé en Israël de 83 à 1994, et également le neveu du légendaire ministre des Affaires étrangères Abba Eban. Vous avez donc une lignée quand même d'élite israélienne. Presque une dynastie, exactement. Alors lui, ce qu'il reproche à Shelly, c'est justement de se préoccuper un petit peu trop des questions socio-économiques et d'avoir complètement dévoyé le Parti travailliste de son objectif principal, de son ADN presque, à savoir le processus de paix, les questions de défense et de diplomatie. Alors, l'avantage qu'il a sur Shelly Yachimovitch, c'est que lui, il a quand même une certaine expérience de l'exercice du pouvoir. On s'en souvient, il était secrétaire sous le gouvernement d'Ehud Barak, il a été ministre du logement sous Ariel Sharon, il a été ministre du tourisme sous le gouvernement Ehud Olmert. Bref, contrairement à Shelly Yachimovitch, qu'il faut le rappeler, elle n'a jamais été ministre. Lui a quand même une certaine expérience. Et puis, il faut le rappeler, en 2011, lors des dernières primaires, il est arrivé 3e derrière Shelly Yachimovitch et Amir Peretz lors des élections primaires. C'est dire qu'il a quand même un soutien non négligeable au sein de son parti. Alors, quel impact aura ce scrutin sur l'échiquier politique national? On en parlait, pour une entrée ou non du Parti travailliste dans le gouvernement? Écoutez, je crois que l'enjeu est quand même mineur. C'est Shimon Peres qui avait un jour dit, en rejoignant le Kadima, le parti qu'avait fondé Ariel Sharon, que le Parti travailliste avait terminé son rôle historique. Aujourd'hui, le Parti travailliste est un parti qui compte 15 sièges seulement, j'oserais dire, au Parlement. Les deux candidats, il faut bien le reconnaître, Barbara, ne sont pas des candidats qui sont premiers ministrables. Il manque cruellement de charisme, aussi bien Shelly Yachimovitch, voilà, ils n'ont pas l'étoffe d'un Premier ministre. Je ne sais pas s'ils y pensent en se rasant le matin, enfin, en tout cas pour Chaim Herzog, mais en tout cas, il manque de cette étoffe de Premier ministre. Mais ce qui peut changer la donne, c'est l'entrée du Parti travailliste au sein du gouvernement. Et dans ce cas de figure, le Parti travailliste pourrait faire office de filet de sécurité pour Benyamin Netanyahou. Je vous propose tout de suite de voir ce petit croquis à l'écran. C'est l'actuelle coalition gouvernementale. Je ne sais pas si on la voit. Voilà, on la voit. En bleu, donc, c'est la coalition gouvernementale qui compte aujourd'hui 68 députés avec le Likoud, Yesh Atid, le parti Atnoa de Tzipi Livni, la négociatrice israélienne, dans les pourparlers, mais également donc le Foyer Juif, qui est un parti de la droite radicale. Et en cas de percée, Barbara, en cas de percée dans les négociations avec les Palestiniens, les travaillistes pourraient rejoindre le gouvernement en cas de défection du Foyer Juif. Et dans ces cas-là, cela offrirait une marge de manœuvre non négligeable à Benyamin Netanyahou pour gouverner et continuer d'avoir une majorité à la Knesset. Merci Cyril. On aborde cette question avec Michel Barzoar qui est en ligne avec nous, ancien député travailliste. Alors, est-ce que le Parti travailliste, on l'a évoqué, est aujourd'hui en crise idéologique et est-ce qu'un nouveau leader pourrait changer la donne? Premièrement, c'est vrai qu'il y a une crise idéologique très, très profonde dans le Parti travailliste.
Je crois que sous Shadi Yarimovic, il a glissé vers l'extrême gauche sur le plan social. Il a perdu aussi son attitude au sujet de sécurité et de politique extérieure, qui était très fort pendant le temps des pères fondateurs. Mais deuxièmement, je ne crois pas que le changement va changer aussi le problème idéologique. Ça devient aujourd'hui une guerre entre des groupes qui ont quelque chose de commun, mais assez vague. Et à mon avis, le changement, ça veut dire s'il y a un changement dans le leadership du Parti travailliste, ça pourra ramener au parti plusieurs de ces, disons, plus âgés supporters qui étaient dans le parti et qui ont quitté en masse après l'élection de Shadi Yarimovic et après l'élection générale. Alors ces membres du parti, cette vieille garde, elle soutient le candidat Herzog aujourd'hui, c'est votre cas également ? Certainement, la vieille garde certainement soutient Herzog. Et n'oubliez pas qu'il y a 11 000 personnes, 11 000 membres du parti ont quitté le parti après la victoire de Shadi Yarimovic. Alors, je crois que eux, ils sont un sujet, un objet, une cible pour Herzog. Ils pourraient revenir au Parti travailliste, parce que pour l'instant, malgré, disons, la déception de Yesh Atid, il n'y a pas un retour de ceux qui avaient, disons, déserté le Parti travailliste. Il n'y a pas un retour de ces votants-là vers le Parti travailliste. Alors, votre pronostic, Herzog va l'emporter. Shadi Yarimovic est très bien implanté sur le terrain. Ah, je ne sais pas. J'ai aucune idée qui va l'emporter, parce qu'il paraît que c'est très très proche, mais ça va dépendre, je pense, à 100% de l'organisation. La question aujourd'hui n'est pas qui est le plus idéologique de l'autre, mais qui va amener le plus de votants aux urnes. Réponse demain matin. Merci beaucoup Michel Barzoard d'avoir été avec nous ce matin. À suivre dans votre morning, il y a 50 ans, Kennedy est assassiné à bord de sa décapotable en plein Dallas. De nouvelles archives révèlent le choc qu'a causé ce drame en Israël également. On y revient après un nouveau journal. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning. Nous sommes en direct depuis Tel Aviv. Dans l'actualité de ce jeudi également, nous sommes le 21 novembre et chaque année est célébrée à cette date-là la journée de l'enfance dans le monde. C'est ce que vous êtes venu nous expliquer, Virginie Khalifa. Oui, alors il me semble que nous sommes le 20 novembre, si je ne me trompe pas. Alors, nous sommes le 21, mais en tout cas, c'est la journée de l'enfance voilà, et on en parle ce matin. On n'est pas très bien réveillés, nous sommes le 21. C'est ça, je ne suis pas très bien réveillée. Alors effectivement, cette journée internationale, c'est un moment privilégié pour traiter des nombreuses injustices envers les enfants dans le monde. Alors pour la petite histoire, c'est en 1954 que l'Assemblée générale des Nations Unies a recommandé que tous les pays instituent une journée mondiale de l'enfance. Alors à l'époque, aucun jour n'avait été fixé. Cette date qui fait notamment référence à la Déclaration des droits de l'homme des droits de l'enfant de 1959 a finalement été choisie lors de la signature de la Convention internationale des droits de l'enfant. J'espère que c'est pas trop compliqué. Le 20 novembre 1989 et ce par 191 pays sur 193. Alors à cette époque, la Somalie et les États-Unis avaient refusé de s'engager et jusqu'ici, c'est ce que je peux vous dire, Barbara, sur la journée de l'enfant. Bon alors non, c'est pas très compliqué. On a tous compris une convention qui protège les droits de l'enfant. On y trouve quoi dans cette convention ? Alors cette convention, Barbara, c'est 54 articles et 2 protocoles facultatifs. Alors elle affirme qu'un enfant n'est pas seulement un être fragile qu'il faut protéger, mais que c'est une personne qui a le droit d'être éduquée, soignée, protégée, mais aussi qui a le droit de s'amuser, d'apprendre et de s'exprimer. Du coup, différentes manifestations sont mises en place pour défendre le droit à la survie, le droit de se développer, le droit d'être protégé et le droit de participer à part entière à une vie de famille, à une vie culturelle et aussi sociale. Voilà, les grands principes de cette convention, on l'aura compris, hein, c'est cette idée-là. C'est bien ça. Et donc à cette occasion, vous nous disiez
Des cérémonies, qu'est-il organisé? Alors des cérémonies dans le monde entier, beaucoup de manifestations, des galas pour pouvoir aussi rassembler de l'argent pour aider les enfants en difficulté dans le monde. Et encore une fois, je vais reprendre vraiment les principes de cette convention. Ce sont surtout la non-discrimination, la priorité donnée à l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit de vivre, de survivre, de se développer et aussi le respect de l'opinion des enfants, ce qui est important et ce qu'il faut souligner. Alors, on a des chiffres sur la question, sur la situation des enfants dans le monde? Alors, effectivement, on a plusieurs chiffres. Alors, en France, par exemple, 2 enfants meurent chaque jour sous les coups de leurs parents. Autrement dit, chaque année, 600 à 700 décès sont dus aux mauvais traitements causés par leurs propres parents, par leur propre famille. 100 000 enfants sont en danger, selon les associations spécialisées de la protection de l'enfance. Alors, parmi eux, 20 000 sont à proprement parler maltraités. Cette maltraitance qui ne conduit pas toujours à un décès, eh bien, finalement, peut prendre d'autres formes, comme des violences physiques, sexuelles ou encore psychologiques. En 2008, le nombre de filles et de garçons de 5 à 17 ans à travers le monde, des enfants obligés de travailler, s'élevait à 215 millions, dont 115 millions dans des conditions dangereuses. Aujourd'hui, on cherche vraiment à mobiliser le plus de monde possible pour que les choses changent. Voilà, et la main-d'œuvre enfantine, c'est un de ces grands problèmes et on en parle donc aujourd'hui à l'occasion de cette date et de cette journée de l'enfance. Merci beaucoup Virginie d'être venue nous en parler. Restez avec nous, on va parler de toute autre chose dans un instant. Et c'est avec vous, Yoann Waki, qu'on parle de toute autre chose. On parle de beauté, d'élégance avec vous ce matin. Dites-nous tout. Alors une chronique tout en beauté aujourd'hui, Barbara, pour vous parler du bal des débutantes, la 16e édition du bal des débutantes du Liban, qui a eu lieu le 2 novembre dernier à Beyrouth. Alors un bal des débutantes, qu'est-ce que c'est? Comment ça se passe? Je vous laisse découvrir quelques images et on en reparle juste après. Alors le bal des débutantes au Liban, c'est une véritable institution. C'est organisé par la première dame Wafa Sleiman. Et cette année, le bal et ses 21 débutantes, venues de toutes les régions du Liban et d'ailleurs même d'autres régions du monde, ont reçu Emmanuel Philibert de Savoie, le prince de Venise, comme invité spécial. Et les bénéfices de la cérémonie ont permis notamment l'achat de 2 ambulances offertes à la Croix-Rouge. Voilà, donc on voit les belles robes. Ça vous plaît, Virginie? Vous avez déjà participé à un bal des débutantes? Jamais, mais quand je vois ce genre de robe de princesse, là, de mariée, ça me donne bien envie, hein, Barbara. Ça vous tente. Alors ça c'était au Liban. Ça c'est au Liban. Une tradition qui perdure depuis beaucoup d'années dans le pays, malgré les difficultés, malgré la guerre, malgré la crise économique. Alors c'est la 16e édition, donc ça fait 16 ans que le bal existe au Liban. Il faut savoir que le bal des débutantes n'est pas une tradition libanaise au départ, c'est une tradition anglaise. Les jeunes filles, les jeunes demoiselles arrivées à la majorité étaient présentées à la reine pour pouvoir rentrer dans la haute société. Et la tradition a été d'abord reprise par la France dans les années 60. C'est véritablement dans les années 90 que le concept s'est bien installé à Paris. Et d'autres versions se sont un peu créées à droite, à gauche, notamment au Liban, comme on vient de le voir. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui à Paris, le bal des débutantes a été rebaptisé le bal et n'est plus vraiment installé dans l'objectif de faire entrer les jeunes demoiselles dans la haute société, mais plutôt une occasion mis à la cour. C'est une vieille tradition. Voilà, alors c'est quoi l'objectif aujourd'hui? L'objectif c'est plutôt aujourd'hui un regard un peu mode, un peu couture et un peu people sur la société française ou internationale. On voit absolument de toutes les nationalités représentées au bal des débutantes et on a d'ailleurs une vidéo avec Sylvester Stallone qui a invité sa fille à danser au bal des débutantes l'année dernière à Paris. Voilà, donc la cérémonie se passe à l'hôtel de Crillon, place de la Concorde. Et on a tout le beau monde international. Donc voilà, Sylvester Stallone qui invite sa fille. Globalement, toutes les filles d'acteurs, d'actrices... Quand? Elle a 16 ans. Elle est un peu jeune, ouais. Alors on voit les robes, hein. Vous dites c'est un rendez-vous de mode aussi. Exactement. C'est les grands couturiers aussi qui habillent ces jeunes filles-là? Les grands couturiers sont tous présents. C'est une place dont ils se battent pour avoir. Et les filles nous disent également que c'est un privilège en fait pour elles de participer à ce genre de soirée qui est l'une des plus huppées du monde aujourd'hui. Voilà, c'est pour que la haute bourgeoisie ou l'aristocratie continue de se rencontrer entre eux finalement, peut-être pour des mariages aussi à venir. Alors sur le bal français, c'est un peu ça. Le mariage, je sais pas trop, mais en tout cas, c'est peut-être la nouvelle aristocratie, les enfants de stars, les enfants de people. Au Liban, c'est encore autre chose. C'est d'ailleurs peut-être même un peu plus dérangeant puisqu'il existe toujours ces grandes familles et cette bourgeoisie libanaise qui coexistent avec le
le contexte politico-sécuritaire qui est très très fragile, avec un pays dont les guerres se succèdent et qui est complètement ravagé. Et on a en parallèle donc ces grandes soirées, voilà, on voit quelques photos du dernier bal libanais, avec ces belles robes, cette société complètement déconnectée de la réalité du pays malheureusement. Il en existe plusieurs chaque année à travers le monde, dans plusieurs pays se tiennent des balles des débutantes. C'est ça. Comment on fait pour être invité? Ah, ça c'est la grande question, si je savais. C'est ce qui nous intéresse. Y participer, Non, alors vous êtes trop vieille. Je veux vexer aucune de vous deux, mais je pense que vous avez un peu dépassé l'âge. Ah bon c'est pour faire son entrée dans le monde. Mais il faut demander à votre papa. Fille, voilà, entre 16 et 18 à votre papa, ans. est-ce que lui a ses entrées, c'est lui qui pourra vous faire rentrer? Pour fille d'eux alors. Pour Virginie peut-être, vous avez trouvé votre futur mari dans l'aristocratie. Bah pourquoi pas, écoutez, hein, franchement, je ne dirais pas non. On en reparlera en privé. Pour l'année prochaine. Si je peux y participer. Je vous donnerai des contacts. Merci beaucoup, Johan. Merci, Virginie. Nous sommes le jeudi 21 novembre. Voici les grands titres de l'actualité du jour. On entre dans le vif du sujet. Ce jeudi, à Genève, les négociateurs des grandes puissances et de l'Iran vont commencer à discuter dans le détail d'un projet d'accord intérimaire sur le nucléaire iranien. John Kerry a d'ores et déjà prévenu cette nuit que la question de l'enrichissement d'uranium, la plus délicate et la ligne rouge de Téhéran, ne serait pas tranchée dans cet accord d'étape, mais un allègement limité de sanctions est bel et bien prévu. Et c'est dans ce contexte que Benyamin Netanyahou a rencontré hier Vladimir Poutine au Kremlin. Plusieurs heures d'entretien et une conclusion du président russe. Un accord sera signé très rapidement avec l'Iran. Netanyahou, qui semble avoir perdu la bataille de l'accord intérimaire, va poursuivre son offensive diplomatique en vue de l'accord définitif. Et puis après 72 heures de traque intense à Paris, le tireur fou a été arrêté. Manuel Valls a confirmé cette nuit l'identité de l'homme interpellé hier. Confondu par son ADN, Abdelhakim Dekar, âgé de 52 ans, figure de l'extrême gauche, avait déjà été condamné à 4 ans de prison. C'était en 1998 dans le cadre de la tuerie de la nation qui avait bouleversé la France. En économie, une info à retenir ce matin, c'est Wall Street qui vacille. La bourse new-yorkaise a terminé en baisse hier soir. Réaction directe au compte rendu de la dernière réunion en date de la Fed, la Banque centrale américaine, qui pourrait en effet dans les prochains mois réduire son aide exceptionnelle à l'économie américaine, notamment au secteur bancaire, et ce, en vue d'une amélioration du marché du travail. C'est une bonne nouvelle, somme toute. Enfin, l'image du jour, la voici, Barack Obama, Bill et Hillary Clinton sur la tombe du président Kennedy. Un des moments forts des commémorations du 50e anniversaire d'un assassinat qui a changé l'Amérique. Dans le froid de la capitale, vous le voyez sur ces images, les 3 démocrates accompagnés de la première dame, Michelle Obama, ont déposé une large couronne de fleurs bleues et blanches près de la flamme qui marque l'emplacement des restes du 35e président des États-Unis. L'actualité, c'est sur Internet et c'est tous les jours sur le Morning avec vous, Rudy Saada. Bonjour. Bonjour Barbara. Merci d'être là. Alors nous sommes au 2e jour, on l'a dit, des négociations sur le nucléaire iranien à Genève et bien sûr, le web s'invite. Oui, alors ça s'invective surtout si sur le terrain, on dit rechercher une solution pacifique au problème du nucléaire iranien. Sur Twitter, le compte du guide suprême Khamenei renforce sa rhétorique anti-américaine et anti-israélienne. Quelques heures avant le début des négociations hier, première série de tweets et d'infographies rappelant les griefs des Iraniens par rapport aux États-Unis. Donc on a pu lire beaucoup de réactions de Khamenei qui a dit « Tous les présidents américains ont la même hostilité, provoquer les ethnies, les coups d'État et encourager Saddam à attaquer l'Iran » en référence à la guerre Iran-Irak. Quelques heures plus tard, c'est au tour d'Israël d'être vilipendé par le compte du guide suprême qui met la pression sur les négociateurs. Pour lui, supporter le misérable régime sioniste serait un déshonneur pour les Européens. Mais la nation française elle-même devrait trouver un remède à cela. Donc la pression est mise sur ces négociations et sur ces négociateurs. Et il y avait également une image où Israël était qualifié de chien enragé de la région. Sur Twitter? Oui, sur Twitter. Ça arrive souvent que le guide suprême iranien réagisse comme ça sur Twitter? Il est actif? Il est actif, enfin il n'est pas forcément actif, c'est une équipe qui travaille autour de lui, qui reprend une partie de ses discours. Ce n'est pas un compte officiel, mais on sait très bien que ça vient de son entourage et son administration, donc c'est toujours la même chose en Iran. Le seul compte officiel qu'on connaît actuellement en Iran et qui est vraiment officiel, c'est-à-dire avec une attestation Twitter, c'est le compte de Javad Zarif,
le ministre des Affaires étrangères. Absolument. Voilà, on voit les tweets de Khamenei qui a été donc très actif sur Twitter hier. Est-ce qu'il y a eu des réactions d'officiels israéliens? Alors côté Benjamin Netanyahou, on est plutôt dans des rappels de faits, de principes plutôt calmes. Mais ce qui est très intéressant, c'est de regarder la communication de l'ambassade d'Israël aux États-Unis, qui est très active. Souvenez-vous, il y a quelques temps, je vous avais parlé en fait de la fausse fiche LinkedIn de Javad Zarif, justement, où il était revenu en détail sur son passé. Exactement, qui le présentait comme VRP de la prolifération nucléaire, souvenez-vous. Eh bien, maintenant, ils ont lancé hier, justement, dans le cadre de ces négociations, un concours de sous-titrage nucléaire. Donc, en gros, ça s'appelle Nuclear Caption Contest. C'est un principe très Internet, j'en parle ici quasiment tous les matins. On prend une image et puis on lui ajoute un sous-titre et donc un sens, finalement. Et donc là, l'idée, c'est de prendre une image qui a été elle-même diffusée par les Iraniens. Je ne sais pas, voilà, on la voit. On voit donc les négociateurs qui se rendent à Genève, tout sourire. Dans l'avion depuis Téhéran jusqu'à Genève. En train de se raconter une petite histoire drôle. Donc maintenant, c'est aux internautes eux-mêmes d'aller mettre le sous-titre sur cette histoire drôle. Qu'est-ce qu'on a pu trouver comme sous-titre? Pas grand-chose. Pour l'instant, ça a été lancé hier. Il faut être honnête, c'est pas pour l'instant un grand succès cette campagne. Il y en a juste une, je ne sais pas si on va pouvoir la voir, où en tout cas les négociateurs iraniens en parlent de l'American Pie et ils disent j'aimerais aussi ajouter le Yellow Cake, puisque le Yellow Cake c'est la fameuse poudre pour fabriquer la bombe nucléaire. Donc ça ne fonctionne pas forcément, cette campagne de l'ambassade israélienne aux États-Unis. Pour l'instant non, mais en tout cas ils sont très actifs et ils essayent, et on voit en fait que les deux camps essayent d'utiliser les codes aussi, les codes graphiques, c'est-à-dire les mêmes, les infographies se ressemblent. On est vraiment, ils ont saisi depuis quelques mois en fait les codes de l'internet et essayent de les réinterpréter. Et sur ces négociations, est-ce que le régime iranien est actif sur internet? Il n'y a pas de live tweet, j'imagine, de ce qui se passe dans ces salles à Genève? Non, il n'y a pas de live tweet, mais il y a beaucoup de déclarations, de principe, de reprise de discours. Tous les comptes des officiels, il y a très peu de comptes finalement d'officiels iraniens, sont extrêmement actifs sur ces négociations. Il y a un compte notamment sur YouTube de Mohamed Zarif. Oui, Mohamed Zarif qui a diffusé il y a 2 jours une vidéo pour préparer ces négociations, une longue vidéo qui a été d'ailleurs diffusée ici même sur i24 News. Voilà, pour ces négociations à Genève qui enflamment Internet également. On a fini ou on a autre chose si vous voulez, je vous parle du Kosovo, ou sinon, on en parlera en deuxième partie. Vous décidez. Je ne sais pas si on a le temps ou pas. Alors, dites-moi tout sur le Kosovo. Alors, le Kosovo, vous le savez, c'est une république indépendante. Enfin, c'est déclaré indépendant en 2008, mais ne l'est pas totalement pas reconnu par tous les pays du monde. Mais désormais, le Kosovo est reconnu sur Facebook. Et ça, c'est quelque chose de très important pour les Kosovars. C'est-à-dire, avant, il y a quelques jours, si vous êtes Kosovar et que vous vous inscrivez sur Facebook, vous devez vous inscrire en tant que Serbe. Vous faites partie de Kosovo, le Kosovo n'existait pas. Et donc, le Kosovo vient d'arriver donc sur Facebook. Et finalement, c'est un petit peu comme une reconnaissance aux Nations Unies. Les Kosovars sont extrêmement satisfaits d'avoir donc le Kosovo en tant que pays sur Facebook. C'est un acte important. Le monde entier en parle et ça veut vraiment dire l'importance de Facebook, même en matière de diplomatie. Voilà, Facebook qui remplace à terme peut-être les Nations Unies, pourquoi pas. Pourquoi pas. Merci beaucoup Rudy Saada. Merci à vous. À suivre, on va parler des 50 ans de l'assassinat de Kennedy, des commémorations qui secouent l'Amérique 50 ans plus tard et qui avaient secoué à l'époque également Israël. De nouvelles archives ont été dévoilées. On y revient juste après un nouveau journal. Vous êtes sur le plateau du Morning. Demain, nous serons le 22 novembre. Et il y a 50 ans, le 22 novembre 1963, le président Kennedy, à bord de sa limousine décapotable, se faisait assassiner en plein Dallas. On a tous ces images en tête, bien évidemment. Alors 50 ans plus tard, il reste une icône. Mais les théories du complot ont également encore toujours du succès. On en parle avec vous, Emmanuel Navon. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv, spécialiste des États-Unis. Alors 50 ans plus tard, pourquoi le fantôme Kennedy hante encore les États-Unis ? D'abord à cause, entre autres, de la théorie du complot dont vous avez parlé. Aujourd'hui, d'après les sondages, plus de 2 tiers des Américains sont convaincus
qu'il y a eu un complot pour assassiner Kennedy et que son assassinat n'était pas le fait uniquement de Oswald, un fait individuel. Et personne ne sait également aujourd'hui qui était exactement derrière cet assassinat. Il y avait également le mythe du président, le plus jeune président de l'histoire des États-Unis, élu à la tête de la plus grande puissance mondiale à l'âge de 43 ans. L'image de ce jeune président avec sa femme et ses jeunes enfants, ça reste effectivement un icône dans la vie politique américaine. Ça vit avec les femmes aujourd'hui c'est également un sujet d'alimenter comme ça cette icône, cette image iconique. C'est également un sujet qui alimente bien entendu beaucoup de livres, d'articles sur sa vie privée et qui éclipse aussi le fait que les 3 courtes années de sa présidence étaient l'une des plus dramatiques dans l'histoire moderne, avec une 3e guerre mondiale qui a été évitée de justesse avec l'Union soviétique. Donc c'est 3 années très intenses dans lesquelles il y a eu une confrontation très forte et dangereuse entre les États-Unis et l'Union soviétique. Alors, on le comprend avec vous et on le voit également à Dallas, 50 ans plus tard. L'affaire continue de fasciner sur les lieux du drame. Je vous propose ce reportage en images. L'assassinat de John Kennedy, comme si vous y étiez. À bord de ce bus, les touristes découvrent la place où fut assassiné le président américain, le 22 novembre 1963. C'est dans le banal décor urbain et bruyant de Dealey Plaza que se croisent depuis 50 ans touristes, adeptes de la théorie du complot et témoins. Comme James, pour qui venir ici est une sorte de pèlerinage. Il est sous ce pont quand les coups de feu éclatent. Un fragment de balle le touche à la joue. J'ai encore du mal à croire que j'étais ici, qu'il y a eu cette balle perdue et que le président a été assassiné juste devant mes yeux. C'est difficile à digérer. 50 ans plus tard, j'y pense encore. Ceci m'est vraiment arrivé. À quelques mètres, Mark, lui, est convaincu que l'assassin présumé Lee Harvey Oswald n'a pas agi seul. Documents et vidéos à l'appui. Cet ingénieur à la retraite vient ici presque tous les jours. Au curieux, il se présente comme un spécialiste sur l'assassinat de Kennedy. Il n'y a aucune chance qu'un seul homme ait pu faire tout cela. C'est impossible. Une théorie qui intéresse les visiteurs. J'ai appris de nouveaux éléments et je les trouve intéressants car tout ce que j'ai lu et entendu par le passé faisait systématiquement croire qu'Oswald était le tueur. Et en fait, je découvre qu'il y a d'autres versions dans cette histoire. Mais la plupart des touristes veulent surtout s'imprégner de l'atmosphère de l'endroit, classé monument historique en 1993. Pour les passagers du bus, fin de la visite au coin d'Elm et Houston Street. Un carrefour à l'émotion toujours intacte. On vous transporte comme si vous y étiez, donc cela déclenche certaines émotions. Beaucoup de personnes achèvent la visite les larmes aux yeux. En 2003, la ville de Dallas a approuvé un projet de 3 millions de dollars pour rendre à Dealey Plaza son apparence de 1963. Reste le va-et-vient des voitures, inchangé depuis 50 ans. Alors on le voit dans le reportage, Dallas reste traumatisé, hanté en tout cas par cette affaire, l'Amérique tout entière aussi. Mais est-ce que le monde serait-il forcément si différent si Kennedy avait vécu ? La question se pose essentiellement sur la question du Vietnam. Les historiens aujourd'hui ne sont toujours pas d'accord sur cette question, puisque d'un côté Kennedy est le président qui avait approuvé les premières opérations militaires au Vietnam et le soutien militaire pour le Sud-Vietnam. D'un autre côté, quelques jours avant son assassinat, il avait, semble-t-il, commencé à ordonner un retrait des troupes qui avaient été finalement renforcées par son successeur Lyndon Johnson. Et donc la question de savoir effectivement si Kennedy n'avait pas été assassiné. Cette guerre. Voilà. Les historiens sont divisés sur cette question, mais au bout du compte, c'est lui qui avait initié le processus d'engagement militaire des États-Unis au Sud-Vietnam. Et sur la guerre froide, avec ou sans Kennedy, quel impact ? Je crois que sur la guerre froide, son impact a été déterminant dans la mesure où, aussi bien sur la question de Berlin que sur la question de Cuba, il a montré une très ferme détermination vis-à-vis de Khrouchtchev et que je crois que l'Union soviétique a compris le message. Et par conséquent, même si Kennedy avait vécu et même s'il avait continué d'être président, je pense que les deux précédents de la crise de Berlin,
et de la crise de Cuba ont eu un effet déterminant sur le comportement de l'Union soviétique. Alors son bilan est un peu discuté, hein, vous l'avez évoqué sur la scène politique américaine. Est-ce qu'on a trop encensé Kennedy? Je pense encore une fois que le fait qu'il était jeune, le fait qu'il était assassiné, en a fait bien entendu un mythe. Mais au bout du compte, les trois courtes années de sa présidence n'ont pas été un événement en soi sans précédent dans la vie des États-Unis. Je veux dire par là, il a fait des choses importantes, en particulier sur les droits civils, mais Johnson a poursuivi également cette politique. Il a eu ce programme ambitieux de conquête de la Lune qui s'est réalisé en 1969. Mais je pense, comme je l'ai dit, on se souviendra de lui, à mon sens, en tout cas je vois ça en tant qu'universitaire, comme un président qui a montré une fermeté qui était nécessaire vis-à-vis de l'Union soviétique au sommet de la guerre froide. Certains disent de lui qu'il est le plus grand président des États-Unis, que les États-Unis n'aient jamais eu, que c'est pour ça qu'il a été assassiné. C'est un peu fort? Je pense que c'est un peu fort. Après tout, il y a eu d'autres présidents qui ont été assassinés, qui étaient également des grands présidents, comme essentiellement Abraham Lincoln, qui ont été assassinés pour des causes qui, dans le cas de Lincoln, étaient plus claires, je dirais. C'était bien entendu l'opposition à sa politique pour la fin de l'esclavage aux États-Unis. En ce qui concerne Kennedy, je dirais qu'aucune théorie du complot n'apporte une réponse satisfaisante à la raison de son assassinat. On va aborder ce dossier évidemment à présent. Hein, depuis 50 ans, on le sait, on a tout dit sur cet assassinat. Kennedy aurait été assassiné par la CIA, par la mafia, par son successeur selon certains. Mais les soupçons portent surtout sur la manière dont Lee Harvey Oswald a agi, un ancien marine américain. Comment a-t-il pu tirer seul sur l'homme le plus puissant de la planète? Voici un rappel des dernières heures d'Oswald et on en parle juste après. C'est au 6e étage de cette ancienne bibliothèque de Dallas qu'il y a près de 50 ans s'est écrit une des pages les plus marquantes de l'histoire américaine. Le 22 novembre 1963, des coups de feu auraient été tirés de cette fenêtre vers la limousine du président. Il est 12h30 et Lee Harvey Oswald vient de tirer sur le président John Kennedy, dont le convoi passait sur cette avenue fréquentée de la ville à Dealey Plaza. Quelques secondes plus tard, cet ancien marine de 24 ans prend la fuite à bord d'un bus, pour finalement se cacher dans cette salle de cinéma en banlieue de la ville. À ce moment-là, il est déjà recherché pour le meurtre d'un policier qu'il commet pendant sa folle cavale. L'étau se resserre. Il a croisé l'agent Tippett et l'a abattu. Et puis il s'est dirigé vers ce quartier et s'est réfugié dans ce cinéma. Il s'est assis à l'arrière de la salle pendant la projection du film La guerre, c'est l'enfer. La police est entrée et ils l'ont arrêté ici. C'est dans cet immeuble de la police de Dallas qu'Oswald est interrogé. Aujourd'hui, les traces de son passage sont toujours là. C'est ici qu'était détenu Lee Harvey Oswald entre le moment de l'assassinat et sa mort. Il était seul, dans cette cellule. Le matin du 24 novembre, Oswald doit être transféré à la prison de Dallas, en présence de journalistes et du public massé dans ce parking souterrain. Mais l'affaire va connaître un dénouement brutal avec l'arrivée d'un certain Jack Ruby. Il y avait un policier en haut de cette rampe. Il s'occupait de la circulation. Mais comme il connaissait Jack Ruby, il l'a simplement ignoré. Ruby est descendu dans le parking et il s'est placé à peu près ici. Et dès que Lee Harvey Oswald est sorti, par cette porte, il lui a tiré dessus, en direction de la porte. Touché par une balle dans le ventre, Oswald s'effondre et tombe dans le coma. Il est transporté à l'hôpital Parkland, où il décède de ses blessures le jour même. Ironie du sort, c'est dans ce même hôpital que 2 jours plus tôt s'éteignait le président Kennedy. Alors Emmanuel Van, jusqu'à aujourd'hui, aucune preuve tangible de cette fameuse théorie du complot.
Non, il n'y a pas de preuves tangibles. Il y a eu de nombreuses commissions d'enquête qui ont été menées. L'une d'entre elles a été commissionnée par le gouvernement américain lui-même. Et les théories continuent d'émerger de façon régulière. Vous avez rappelé certaines d'entre elles. Mais il n'y a toujours pas aujourd'hui une image claire de savoir qui est derrière l'assassinat du président Kennedy. La piste la plus plausible pour vous? Je pense qu'il y avait de nombreux groupes d'intérêt contre lui, qu'il s'agisse du fait qu'il est, comme je le dis avant, il est tenu tête et humilié d'une certaine manière l'Union soviétique, le fait qu'il était ferme sur sa politique des droits civils et d'émancipation de la population noire du Sud. Autrement dit, il y avait de nombreuses forces qui agissaient contre lui. Mais encore une fois, le fait que depuis 1963, nous n'ayons pas de réponse à ces questions, je doute que nous les ayons dans les années à venir. Alors, on le voit, 50 ans après sa mort, Kennedy fascine toujours le monde entier, l'Europe également. Qu'est-ce qu'on peut dire de sa politique étrangère et de ses liens avec Israël? Alors, avec Israël, il a vraiment changé la direction de la politique de l'administration Eisenhower, qui, dans les années 50, avait une politique ouvertement pro-arabe. La création du pacte de Bagdad en 1955, la tentative de convaincre les pays arabes de ne pas s'approcher de l'Union soviétique, et d'où cette politique américaine à l'époque de s'éloigner le plus possible d'Israël. La vente d'armes entre l'Union soviétique et l'Égypte en 1955 n'a pas été répondue par une vente d'armes américaine à Israël. Donc la politique de Eisenhower vis-à-vis d'Israël était franchement hostile. Et Kennedy a changé de cette direction. Il a mené une politique étrangère qui était beaucoup plus favorable à Israël. Il faut dire aussi qu'il a réalisé que la politique de son prédécesseur avait échoué, puisque dès 1958, il y a un coup d'État pro-soviétique en Irak, la création d'une union politique entre l'Égypte et la Syrie, pro-soviétique également, et que par conséquent, il était évident déjà à la fin des années 50 que la politique américaine avait échoué au Proche-Orient. Et en plus, Nasser, le dirigeant égyptien, soutenait toutes les forces anti-américaines au Proche-Orient et en Afrique du Nord. Et donc les États-Unis avaient commencé déjà à réaliser qu'Israël n'était pas un obstacle à leurs intérêts. C'est Kennedy qui plante les premières bases de cette future alliance avec Israël qui perdure jusqu'aujourd'hui? C'est le premier qui a traduit la désillusion des États-Unis vis-à-vis de la stratégie Eisenhower. Et c'est le premier qui a utilisé l'expression special relationship, une relation spéciale entre Israël et les États-Unis. Et oui, c'est le premier qui a déclenché le processus de vente d'armes à Israël, qui s'est renforcé sous son prédécesseur Lyndon Johnson. Mais c'est Kennedy qui a jeté les jalons des premières ventes d'armes à Israël qui n'existaient pas du tout sous l'administration Eisenhower. Sur le programme nucléaire israélien supposé, qu'en pense Kennedy ? Alors, ces ventes d'armes, ce début de vente d'armes à Israël était également conditionné par l'arrêt du programme nucléaire israélien. Kennedy était opposé à ce programme nucléaire que tout le monde soupçonnait déjà à l'époque avec la centrale de Dimona. Il y avait des visites d'experts nucléaires américains à Dimona régulièrement. Ce programme nucléaire qui avait été, je vous le rappelle, construit en collaboration avec la France de la 4e République, et Kennedy s'opposait à cette prolifération. Alors, selon les historiens, il a aussi un peu fermé les yeux. Il a laissé faire. Disons qu'officiellement, il s'y opposait. Je pense qu'il était conscient du fait que les Israéliens manipulaient les experts américains lorsqu'ils visitaient la centrale de Dimona. Il n'est pas allé au-delà, comment dire en anglais, out of his way pour arrêter Israël. Officiellement, il était contre, mais disons que les États-Unis ont échoué dans leur tentative d'arrêter Israël dans son programme nucléaire au début des années 60. Et les États-Unis qui pourraient échouer dans leur tentative d'arrêter l'Iran, ça nous rappelle étrangement l'actualité. Alors, je dis toujours que Israël est un des exemples par excellence de l'échec de la diplomatie américaine sur les dossiers nucléaires, puisque finalement, tous les pays qui ont obtenu l'arme nucléaire sous le nez des États-Unis, que ce soit Israël, le Pakistan, l'Inde ou la Corée du Nord, l'ont fait malgré les pressions diplomatiques américaines. Il n'y a que 2 cas dans lesquels les États-Unis ont réussi à arrêter un programme nucléaire. C'est dans le cas de l'Afrique du Sud et de la Libye. Dans le premier cas, ce sont des sanctions économiques étranglantes qui ont arrêté l'Afrique du Sud. Dans le deuxième cas, c'est la menace militaire après la guerre en Irak, et Kadhafi savait qu'il était le prochain en ligne, donc il a levé le drapeau blanc. Tous les autres cas sont des cas d'échec, et Israël est un des exemples. Et l'Iran sera le prochain exemple ?
J'espère que non, bien entendu, mais disons que la politique américaine, les tentatives américaines d'arrêter les programmes nucléaires par les négociations et par la diplomatie ont échoué. Nous en sommes un exemple et je pense qu'il serait souhaitable et judicieux que les États-Unis apprennent les leçons de l'histoire. Merci beaucoup Emmanuel Lavoine d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle journée. Portez-vous bien.